Le grand entretien de Smart Impact avec donc Philippe Perrault. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes le président de la Massif depuis le mois de janvier. On pourrait se dire, c'est un tout jeune dans l'entreprise, sauf que ça fait depuis combien de temps que vous êtes sociétaire ? Depuis 1978, lorsque j'ai dû assurer ma première voiture, étant jeune, je l'ai assurée à la Massif grâce à des collègues qui m'ont fait connaître effectivement la Massif. Alors c'est important parce que ce sont des collègues qui étaient engagés syndicalement, et vous savez qu'on a un partenariat. La gouvernance de la Massif repose sur ce qu'on appelle cette organisation, cette sensibilité, dont les 5 organisations syndicales représentatives en France. Et c'est eux qui m'ont dit écoutez, tu vas t'assurer à la Massif parce qu'on a un partenariat avec la Massif. Tu vas voir, c'est juste prix. Ils vont prendre en compte de toute façon tes réels besoins en matière d'assurance. Alors on est aussi dans la démonstration du modèle mutualiste, c'est-à-dire comment on démarre comme client en quelque sorte et on devient finalement président de l'entreprise. On devient d'abord sociétaire, et ça c'est important, parce que le client, on essaye de le transformer en sociétaire, c'est-à-dire il peut, s'il le souhaite, ce fameux client, ce fameux assuré, participer à la vie de sa mutuelle à travers, effectivement, la représentation qu'on organise. Je suis moi-même un représentant des sociétaires élu par les 5,6 millions de sociétaires. Vous avez donné le chiffre tout à l'heure. Donc je suis un élu et je les représente. Bien entendu, aujourd'hui, j'ai une fonction principale d'administrateur. Donc je gère la stratégie, de la mutuelle. Et puis, en tant que président, bien sûr, j'anime toute l'ambition, politique, mutualiste et stratégique de la Massif. Alors, quelques chiffres, j'en ai donné un en titre, mais 6,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 9 000 salariés, donc les sociétaires 5,6 millions, 15 300 000 contrats. C'est quoi ? C'est une majorité de contrats auto aujourd'hui ? Alors, majoritairement, c'est à peu près 51%, d'assurance de biens, auto, 2 roues et habitation. Et ensuite, après, c'est 33% au niveau de l'assurance vie et 16% au niveau de la santé prévoyance. Alors, je voudrais qu'on fasse un focus assez, on a du temps dans cette émission, c'est un luxe, un focus assez important sur la crise sanitaire, ce que ça a représenté, et d'abord financièrement, et puis en termes de mutation éventuelle pour une entreprise comme la Massif. D'abord, sur les contrats auto. Il y a eu, effectivement, avec les confinements, etc., moins de circulation, peut-être moins d'accidents. Et qu'est-ce que ça a changé pour une entreprise comme la vôtre ? Est-ce que vous avez gagné, tout simplement, plus d'argent ? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu moins de sinistres pendant, bien entendu, les périodes de confinement. Mais on a souhaité aussi participer, à la solidarité, puisqu'on a mobilisé 110 millions d'euros pour venir en aide aux sociétaires qui étaient en difficulté pendant cette crise. On a activé nos dispositifs de solidarité, notamment la prestation solidarité chômage. Vous savez, c'est une prestation qui existe uniquement à la Massif, qui permet à un sociétaire ou à un adhérent, lorsqu'il y a une perte de revenus, qui est soit liée à une perte d'activité, puisque nous avons des professionnels, ou soit aussi liée à une perte d'emploi, de pouvoir d'avoir sa cotisation couverte pendant un certain temps. Donc on a aussi mis en place Massif Solidarité Coup Dur, c'est-à-dire une plateforme téléphonique où les sociétaires et les adhérents peuvent appeler en cas de difficulté particulière. Ça existait déjà ou vous l'avez créé à l'occasion de cette crise sanitaire ? Au moment de la crise sanitaire, on a mis en place une cellule Covid pour organiser, toute cette solidarité, notamment en direction... On a fait le choix de le faire en direction des personnes qui avaient vraiment besoin. On n'a pas voulu saupoudrer des moyens. On a surtout essayé de capter vraiment les sociétaires, particuliers ou entreprises qui avaient des difficultés. Alors, on a intensifié tous ces dispositifs de solidarité et effectivement, on a mis en place Solidarité Massif Coup Dur, cette fameuse plateforme téléphonique. Et est-ce que le télétravail, ça impacte votre modèle, finalement ? Alors, on pourrait se dire télétravail, pareil, moins de circulation, moins d'auto. Enfin, je suis dans un raisonnement peut-être un peu simpliste, mais en quoi ça vous impacte ? Ça nous impacte parce que justement, il y a eu moins de télétravail, mais aussi les périodes de confinement, moins de circulation automobile. Donc ça nous impacte directement. Et ça nous impacte aussi dans notre organisation. Puisque quand même, on accueille du public dans nos points d'accueil physiques, nos agences. Donc on a vu que les flux ont changé. Alors,
même avant la crise Covid, hein, on s'était aperçu que les gens venaient moins souvent dans nos agences et plutôt travaillaient soit au téléphone, soit au niveau, je veux dire, au niveau de l'informatique. Oui. Voilà. Alors, question qui est à la fois une question d'aujourd'hui, mais qui engage sur évidemment l'avenir et potentiellement plusieurs décennies. Est-ce que le risque Covid est assurable en tant que tel? Alors c'est difficile. Vous savez, il y a eu des travaux qui ont été menés à la demande d'ailleurs du gouvernement par notre fédération, la Fédération française de l'assurance. Et c'est vrai que c'est un risque quand même systémique. Donc c'est compliqué. Alors il y a eu des travaux. D'abord, je ne sais pas où ça en est, ces fameux travaux, pour essayer de trouver comme... on l'avait fait sur les catastrophes naturelles, hein, avec le fonds spécial des catastrophes naturelles qu'on a mis en place au niveau de l'assurance, hein, qui permet par une cotisation, j'allais dire de l'État, mais aussi des assureurs, l'ensemble des assureurs, de pouvoir couvrir effectivement les catastrophes naturelles. Donc il y a une réflexion là-dessus, mais c'est vrai que il faut poursuivre cette réflexion parce que on l'a vu d'ailleurs par rapport aux professionnels. Bien sûr. Oui, avec des situations effectivement dramatiques et des colères qu'on pouvait comprendre. Quand vous dites que c'est un risque systémique, pourquoi un risque systémique n'est pas assurable? Peut-être que c'est intéressant de l'expliquer. Il arrive, j'allais dire, tout le monde est touché. Oui. Donc, quand l'assurance, c'est la mutualisation. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui est touché, d'autres personnes ne sont pas touchées, les cotisations permettent de couvrir. Tandis que là, c'est vraiment... À ce moment-là, tout le monde est touché, donc ça veut dire qu'on doit répondre à tous. Ouais, donc c'est vraiment un risque qui est difficilement assurable, mais je pense qu'on doit y travailler, puisque c'est un risque qui est arrivé, peut-être... On n'espère pas, mais que ça peut encore arriver demain. Donc il faut qu'on trouve des solutions qui sont en cours avec notre Fédération française de l'assurance. On va parler d'investissement avec ce chiffre 13,5 milliards d'euros investis en faveur de la transition énergétique et de la biodiversité. Ça, c'est le chiffre fin de 2020. C'est quand même un levier très important avec un chiffre qui est en forte augmentation, c'est ça? Oui, on a, si vous voulez, au niveau de nos investissements socialement responsables, on investit dans notre gestionnaire d'actifs qui est OFI, plus de 40 milliards. 99 d'ailleurs, 9% sont passés, ces investissements sont passés à l'aune justement de l'ESG, de l'investissement socialement responsable. Et c'est vrai qu'en fin 2020, 13,5 milliards qui ont été investis pour la transition énergétique et la biodiversité. Et ça, c'est un chiffre important qui nous permet effectivement d'intervenir sur la responsabilité sociale de l'entreprise et notamment par rapport aux problématiques liées à la transition écologique. Est-ce que ça veut dire, si on retourne l'argument, qu'il y a des secteurs dans lesquels vous n'investissez plus? Ah oui, on a décidé, comme nous encouragent d'ailleurs les décisions au niveau de l'Europe, une économie bas carbone d'ici 2050, on a décidé d'ici 2030 de ne plus investir dans les entreprises thermiques au charbon. On vérifie aussi les entreprises où on investit pour vérifier s'ils n'ont pas plus de 10% d'investissement dans les systèmes, j'allais dire, d'énergie qui sont fossiles donc, et non conventionnels. Donc effectivement, on a ce regard-là parce que ça nous paraît important de contribuer dans le cadre de l'investissement, effectivement, à la transition énergétique. Alors, vous dites d'ici 2030, donc c'est à la fois très proche, oui. Mais bon, on pourrait vous dire aller plus vite, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi vous faites ce choix? Parce que vous pensez qu'il faut quand même accompagner ces entreprises vers un chemin de décarbonation et pas tout arrêter de financer d'un seul coup? Pourquoi cette logique? Je pense qu'il est important d'y aller progressivement. Parce qu'on ne peut pas condamner non plus, parce que ces entreprises, à la clé, c'est du développement économique, c'est aussi de l'emploi. Donc c'est important. D'ailleurs, je vais vous citer un exemple qui est important d'investissement de la Massif à travers donc, effectivement nos gestionnaires d'actifs, notamment à travers OFI. Pas plus tard que ce lundi, j'ai fait un déplacement dans la région des Hauts-de-France et je suis allé à l'écoparc de Baudelais, qui est situé à Blaringhem, du côté de Saint-Omer. Ouais. Et dans cet écoparc, on finance la Wagabos, qui est, j'allais dire, un système qui permet de traiter les déchets pour y faire ressortir, je veux dire, autour des gaz qui dégagent de ces déchets, du biogaz et de biométhane. Donc on a investi, je veux dire, dans cette entreprise, 12,5 millions d'euros
pour aider cette entreprise. Donc voilà, on essaye effectivement d'y aller progressivement, mais d'un autre côté, on pose des actes assez forts. Vous avez intégré le cercle des institutionnels novétiques. Pourquoi ? Oui, il n'y a pas longtemps. Oui. Pour pouvoir effectivement participer, j'allais dire, et discuter avec d'autres sur les innovations que nous pouvons mettre en place pour effectivement travailler sur la transition énergétique. C'est quoi ce cercle, en quelques mots ? Alors, ce cercle permet effectivement d'échanger avec d'autres institutions sur toutes ces problématiques liées effectivement à la transition écologique. Donc ça veut dire qu'il y a des acteurs publics et privés. Tout à fait. D'accord, oui. ok. Il faut actionner ces deux leviers en même temps ? Il faut actionner les deux leviers en même temps. Ouais. Il faut effectivement responsabiliser nos pouvoirs publics sur ces aspects-là. Il faut aussi responsabiliser les dirigeants. Et puis le fait que je me suis rendu sur le terrain lundi a permis aussi finalement de sensibiliser nos sociétaires à l'importance de l'évolution et de la transition énergétique et écologique. Alors on le disait en préambule, vous êtes sociétaire depuis 1978 à la Massif. Vous avez accompagné l'histoire de cette entreprise pendant plusieurs décennies. Depuis quand ces mots-là de RSE, on disait développement durable avant, etc., depuis quand c'est devenu stratégique d'après vous, dans l'entreprise ? Alors dans l'entreprise, je pense que c'était quelque part inné dans le cadre des fondamentaux du mutualisme. Parce que vous êtes une mutuelle. Oui, parce qu'on est une mutuelle et que d'une part, bien sûr, c'est la solidarité entre les assurés, c'est la mutualité, c'est la solidarité entre les assurés, mais c'est aussi, j'allais dire, une intervention sociétale importante, c'est-à-dire les assurés vivent dans un environnement. On a une raison d'être qui est de protéger le présent et permettre l'avenir pour les générations futures. Donc nos sociétaires se trouvent dans la société. Et à partir de ce moment-là, on a un rôle à jouer en tant que mutuelle, en tant qu'entreprise, pour faire en sorte que leur environnement soit assez propre et qu'on puisse continuer à les protéger, même autour de l'environnement. Donc je pense que la Massif a plus de 60 ans. Mais est-ce qu'il y a eu j'entends bien ce que vous dites, effectivement c'est cohérent avec le modèle, mais est-ce qu'il y a eu quand même un virage, un déclic là on est en 2021, souvent moi quand je discute avec des entrepreneurs, c'est la COP21, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, est-ce qu'il y a eu un effet d'accélération à un moment ? Oui, je pense, lorsqu'il y a des événements tels que la COP21, on se re-questionne sur la manière dont on peut participer plus aisément, j'allais dire, à l'œuvre commune pour la transition énergétique et notamment pour essayer de faire face aux conséquences du réchauffement climatique. Oui, je pense qu'il y a des moments où effectivement, mais vous voyez, on a décidé au niveau de la Massif de mettre en place aussi, dans le cadre de notre plan stratégique, une direction spécifique qu'on appelle la direction de l'engagement. Et à l'intérieur de cette direction de l'engagement, depuis maintenant, 2 ans, il y a effectivement un suivi particulier sur la responsabilité sociale de l'entreprise, sur nos investissements. Et je pense que oui, on a accru au vu, bien sûr, de la situation d'aujourd'hui, et puis de la prise de conscience des autres entreprises, mais aussi des pouvoirs publics, de cet aspect important de travailler sur les conséquences du réchauffement climatique. Oui, d'ailleurs, c'est dans votre raison d'être, permettre l'avenir pour les générations futures. Voilà, on est clairement dans cet objectif. Donc, vous avez parlé du fonds spécial catastrophe naturelle. Là aussi, on est dans une réalité scientifique. Le rapport du GIEC du mois d'août le démontre. On va faire face à de plus en plus d'épisodes climatiques extrêmes. Et ça questionne quand même le modèle de l'assurance. Oui, tout à fait. On est touché, bien sûr, comme bien sûr malheureusement toute la population, sur les catastrophes naturelles, sur les inondations, la sécheresse. Donc, je disais tout à l'heure qu'a été mis en place un fonds spécial, catastrophe naturelle. Mais est-ce que ça tient, quoi ? Alors, c'est ce que je veux dire. C'est une étude qui a été faite justement par notre organisme régulateur, la fameuse ACPR, et puis, je vais dire, le Conseil de la réassurance a démontré que jusqu'à présent, ça peut tenir. Bien entendu, si on augmente, alors on ne va pas pouvoir augmenter tout le temps. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on travaille. Les cotisations vont devoir augmenter. Quelque part, oui, mais pour l'instant, c'est partagé entre l'État et entre les organismes d'assureurs. Alors bien sûr, ça a une petite répercussion sur les cotisations des assurés, mais une étude, c'est vrai qu'il va falloir qu'on travaille aussi sur la prévention. Par exemple, nous, à la Massif, on essaye de modéliser
je veux dire, une prise en compte des effets climatiques sur tel ou tel territoire. Donc, à la souscription avec nos sociétaires, on se donne un rôle de conseil aussi pour leur dire attention, il y a des zones à risque et tout ça. Donc, il va falloir qu'on travaille autant sur la prévention de ces risques qu'autant sur la manière de les gérer demain. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui... il faut que tout le monde y travaille finalement. Et on y travaille aussi avec notre Fédération française de l'assurance. Je caricature si je dis les cotisations auto vont baisser, les cotisations risques climatiques vont augmenter. C'est pas aussi automatique que ça, puisque ça fonctionne différemment. Vous savez, l'assurance, c'est un ensemble au niveau de nos résultats économiques. Donc, c'est pas aussi évident que ça. Mais l'un et l'autre permet effectivement, comme on n'avait pas fait le choix à un moment donné de dispatcher, j'allais dire, les cotisations parce qu'il y avait moins de sinistres, on a fait le choix plutôt de viser les personnes en difficulté. Je pense que c'est ça qui nous paraît important, c'est l'essence même du mutualisme. Et d'ailleurs, ça rejoint l'actualité. Ce 6 octobre, c'est la journée nationale des aidants. Alors, c'est quand même 11 millions de personnes, 11 millions d'aidants en France. Comment vous vous engagez? Comment la Massif s'y engage dans cette ça fait déjà pas mal de temps que la Massif, notamment aussi avec sa branche santé-prévoyance, avec Apivia Massif Mutuel aujourd'hui, qu'on s'est engagé pour aider. On a mené des états généraux sur les aidants pour essayer de faire ressortir les besoins qu'avaient les aidants. Dans nos produits, dans nos garanties, nous avons permis effectivement faciliter, je veux dire, les difficultés que pouvaient avoir les aidants pour qu'ils puissent effectivement faire face aux difficultés. Ils sont souvent un peu oubliés ou un peu invisibles. C'est un peu ils passent sous les radars des politiques publiques notamment. Oui, alors c'est pour ça qu'il est important qu'on puisse s'en préoccuper. Et la Massif, effectivement, mène une action particulière en direction des aidants. La Massif qui était présente, on va parler biodiversité maintenant, au Congrès de l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'était à Marseille, on en a déjà parlé plusieurs fois évidemment dans Smart Impact. On parle beaucoup de climat. Depuis 10 ans, et c'est d'abord là-dessus que les institutions, les pouvoirs publics, les entreprises se sont engagées. Est-ce que la biodiversité, c'est venu dans le radar, encore une fois, plus récemment? Et si oui, pourquoi? Parce que c'est intéressant de voir que maintenant, tout le monde parle de biodiversité. C'est venu dans les radars de la Massif parce qu'on a une spécificité aussi, c'est qu'on est proche de tout ce qui touche à la mer. Vous savez qu'on a eu à sponsoriser, je veux dire, François Gabard, qui a fait des exploits au niveau du Vendée Globe. Et on a cette spécificité, on est très, très soucieux de l'état des océans. Et donc, effectivement, on a eu à travailler aussi sur l'état des océans pour faire en sorte de les protéger, parce que ça y va de la santé des océans et des hommes. Donc oui, on a aussi cette sensibilité-là pour travailler principalement autour des problématiques liées à la propreté des océans. Alors ça passe par quelles actions, quels projets? Ça passe par des actions particulières autour des investissements que nous menons, autour de l'adhésion à Surfrider. Surfriders ? C'est ça, où voilà, on participe aussi. C'est passé aussi par une participation à PolarPod. Qui va être menée par Jean-Louis Etienne. On l'a reçu ici même. Et voilà, donc voilà, c'est-à-dire qu'on fait en sorte d'aider ceux qui travaillent sur la problématique de la propreté de l'océan. À ce congrès de l'Union internationale pour la conservation de la nature, vous étiez présent aux côtés d'un parc naturel. Est-ce que c'est aussi l'occasion de faire de la pédagogie, un événement comme celui-là? Et puis, d'une manière générale, pour un assureur mutualiste, est-ce que vous, dans les missions, on parlait de raison d'être, vous sentez, vous considérez que vous avez ce rôle de pédagogie? Je pense qu'on a ce rôle de pédagogie à faire d'abord auprès de nos assurés, nos fameux sociétaires et nos adhérents. Nous le faisons à travers effectivement ces participations actives, mais nous le faisons aussi dans des actions, j'allais dire, de proximité. Nous avons sur l'ensemble de la France 1300 délégués élus, je le disais tout à l'heure, que je suis un élu de sociétaire, qui sont sur le terrain et qui mènent des actions qu'on appelle des actions mutualistes autour de la prévention, parce que notre métier, c'est aussi de faire de la prévention routière, de la prévention des accidents de la vie courante, de la prévention en matière de santé, mais aussi autour de la RSE, de la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc, on est en contact avec les sociétaires qui participent à ces actions. Ça nous permet effectivement un peu ensemble de faire de la pédagogie sur tous ces éléments-là. Et est-ce que c'est plus facile de faire passer ces arguments en ce moment? Est-ce que la crise sanitaire, finalement, a été pour vous un accélérateur de RSE, de cette prise de conscience? Alors,
la crise sanitaire, mais aussi, j'allais dire, l'état de la société en général, Oui. où les gens demandent un peu plus d'écoute, plus de participation. Et donc, nous, on leur permet cela. Enfin, on permet à nos assurés, s'ils le souhaitent, de pouvoir prendre contact avec leur mutuelle, participer à ces actions, soit de grande ampleur, ou participer à des actions plus petites au niveau de la proximité avec nos élus. Donc, oui, ça a accéléré. Et toute notre démarche est une démarche collaborative avec l'ensemble des acteurs de la mutuelle, que ce soit les élus, les salariés aussi d'ailleurs, et puis les sociétaires. La fameuse raison d'être, que j'ai donné la définition tout à l'heure, a été élaborée auprès de nos salariés, auprès des élus, et puis auprès des sociétaires. Donc ça veut dire que dans ce lien que nous avons avec nos assurés, on fait un peu de pédagogie, puis en plus on prend en compte leurs besoins, on est à leur écoute et ils nous apportent des fois des solutions. Ouais. Quand on définit une raison d'être, ça a aussi des conséquences juridiques, ça vous engage. Bien sûr. Est-ce que c'était une crainte, ça, dans le processus de définition de la raison d'être? Souvent, les directions juridiques disent « Oh là là, attention, là, vous allez nous mettre des boulets aux pieds, quoi ». Alors, en tant que président, moi j'ai vraiment voulu effectivement qu'on aille au bout de la définition de cette raison d'être. Parce que justement, c'est important de développer, j'allais dire, la participation de nos acteurs à la création, puis aussi à l'action. Alors, maintenant, ce qu'il nous faut faire, et je mets aussi mon mandat là, que j'ai eu récemment, il faut qu'on en mesure les impacts de toute l'action que nous menons aujourd'hui en matière de la RSE, en matière de solidarité, en matière de démocratie. Il faut qu'on mesure les impacts de tout ça. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit faire dans les années qui viennent. Ouais. Oui, parce que, encore une fois, une raison d'être peut avoir des conséquences juridiques. Alors, vous n'auriez pas défini de raison d'être, il y avait quand même des assurés qui auraient pu vous attaquer, etc. Mais ça vous engage. Alors, la raison d'être que nous avons définie, elle se concrétise autour de promesses que nous avons voulu décider. C'est pour l'avenir, oui. En direction des sociétaires, donc mieux les accompagner encore tout au long de leur vie, mieux les protéger, mieux les écouter. Des promesses en direction, de nos salariés, faire en sorte que ceux-ci se retrouvent dans le projet d'entreprise. Des promesses en direction des élus, ceux qui accompagnent les sociétaires pour qu'ils puissent assumer leur mandat, pour vraiment être des représentants de sociétaires et d'adhérents, et puis aussi des promesses en direction de la société, c'est-à-dire faire en sorte de là où on est, en fonction de nos métiers, de créer une société beaucoup plus solidaire, beaucoup plus responsable, ou le faire ensemble à quelque chose d'important. On est dans une société aujourd'hui qui a tendance à séparer les gens. Nous, aujourd'hui, on veut les rassembler pour que chacun puisse trouver sa place dans cette société. Merci beaucoup, merci Philippe Perrault. À bientôt sur Bismart. La start-up du jour, c'est tout de suite des couverts nomades et durables.